ao Museu L'Envol des Pionniers. Me chamo Amélie. Estudo na Escola Francesa de Natal, no Brasil, e escrevo em nome de todas as crianças da escola. Nos últimos dias de aula, aprendemos um pouco sobre a história da aeropostale. Temos algumas dúvidas. Como aconteceu a primeira travessia aérea do Oceano Atlântico Sul com o correio postal? E qual foi o piloto escolhido para realizar essa aventura? À la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, en France, l'industriel Pierre-Georges Latécoère produit jusqu'à 6 avions par jour dans son usine de Montaudran, au sud-est de Toulouse. Mais il anticipe déjà la fin de la guerre et un nouvel usage pour ces avions avec le développement de l'aviation commerciale. En effet, il imagine une ligne aérienne postale entre Toulouse et Buenos Aires, en Argentine, ce qui est irréalisable pour l'époque, mais Latécoère est en avance sur son temps et il lance l'exploitation de sa compagnie aérienne, les lignes aériennes Latécoère, qui posent les bases de ce qui va devenir la ligne. Au départ, les avions transportent le courrier jusqu'à Rabat, au Maroc, une fois par semaine, et rapidement la ligne s'étend, et en 1922, les avions distribuent le courrier jusqu'à Casablanca tous les jours. Donc le développement de la ligne se poursuit sans relâche, et Didier Dora, le directeur de l'exploitation, engage de nouveaux pilotes. Il cherche des pilotes habiles et audacieux, mais pas des têtes brûlées. Donc Mermoz est embauché, comme Henri Guillaumet ou Antoine de Saint-Exupéry, entre autres, et ces pilotes sont déterminés à relever les prochains défis. Il faut étendre la ligne jusqu'à Dakar, au Sénégal, c'est la porte d'entrée de l'Atlantique Sud, pour franchir l'océan et atteindre l'Amérique du Sud. De l'autre côté, la ville la plus proche est Natal, au Brésil, et elle se trouve à 3200 km des côtes africaines. En Amérique du Sud, la ligne est étendue sur les côtes brésiliennes, de l'Uruguay et de l'Argentine. Donc la ligne devient 2 fois plus grande et ça engendre des dépenses considérables. Face à ça, Latécoère décide de se concentrer sur la production d'avions et il vend sa compagnie aérienne à Marcel Bouilloux-Lafont, un industriel qui est installé au Brésil. Les lignes aériennes Latécoère deviennent donc la Compagnie Générale Aéropostale. Marcel Bouilloux-Lafont investit massivement dans les infrastructures en Amérique du Sud, ce qui permet d'inaugurer la ligne Toulouse-Buenos Aires le 1er mars 1928, à peine 10 ans après la première idée de Latécoère. Faute d'avions assez performants à l'époque, ce sont des bateaux qui réalisent la traversée et ça prend plusieurs jours, donc il reste un pas de géant à franchir. Il faut traverser l'Atlantique Sud en avion pour avoir une ligne 100% aérienne et c'est un défi pour l'Archange, bien sûr, le pilote Jean Mermoz. Nous sommes en 1930, le LAT-28-3, l'hydravion spécialement modifié pour la traversée de l'Atlantique Sud, est enfin prêt. Le 12 mai, à 10h56, l'appareil décolle de Saint-Louis du Sénégal, avec le courrier bien sûr, objectif Natal. À son bord, le pilote, Jean Mermoz, le navigateur Jean Dabry et l'opérateur radio Léopold Gimier. L'équipage est prêt, et malgré son tempérament de feu, Mermoz est serein, il attend ce moment depuis longtemps. Le contact radio avec l'hydravion est permanent et 3 bateaux, dépanneurs, sont placés à des endroits différents le long du parcours pour pouvoir secourir l'équipage en cas de difficulté. Les premières heures sont calmes, l'hydravion se maintient à 200 mètres d'altitude et vole régulièrement à 160 km/h. Vers 18h, l'équipage approche du poteau noir, l'orage permanent qui barre la route de Natal. Tout l'horizon est noir, bouché. Mermoz descend à 50 mètres des vagues et l'hydravion est englouti dans les nuages. Gimier est dans l'impossibilité absolue de recevoir ou d'émettre des messages et Dabry ne peut pas plus localiser l'avion. Les 3 hommes sont livrés à eux-mêmes dans une chaleur étouffante et sans visibilité. Cela fait plus de 10 heures qu'ils sont en vol, il faut maintenir le cap à tout prix pour se sortir de là. Après 3h30 de tourmente,
Mermoz s'engouffre dans une brèche et sort enfin de la tempête. Tout redevient calme, c'est le clair de lune. La cabine est inondée, mais le plus dur est passé. Gimier reçoit enfin la transmission du BMTV, le second bateau de sécurité. Ils sont donc sur la bonne voie, ils approchent du Brésil, enfin, mais le répit est de courte durée. La pression d'huile du moteur oscille et diminue rapidement, c'est le signe qu'il y a une fuite importante qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. L'équipage reste concentré pendant les dernières heures et ils espèrent que le moteur tiendra. Si tout va bien, ils arriveront bientôt. 1 heure après avoir dépassé l'île de Fernando de Noronha, Gimier arrive enfin à parler avec Natal. Tout l'équipage aperçoit la côte brésilienne, c'est Saint-Roch. C'est une minute émouvante. À 8h20, le 13 mai, l'hydravion se pose enfin sur le fleuve Potengui après avoir franchi 3173 km en 21h24 de vol. Le moteur a tenu, l'océan est franchi et l'équipage vient de battre un nouveau record. C'est ce que Mermoz appelle un vol sans histoire. Quando chegou a Natal, em 13 de maio de 1930, Mermoz trazia 130 quilos de correspondência e a pressa na entrega da correspondência era uma obsessão de todos eles. Então, assim que essa correspondência foi tirada do hidroavião, ela foi passada para um Laté 25, que foi pilotada por Vanier e ele foi na direção do sul, fazendo a distribuição nas escalas dessa correspondência trazida da Europa. No Rio de Janeiro, Marcel Renne transportou essa correspondência para Buenos Aires e de Buenos Aires, Henri Guillaumet a levou para o destino final, que era Santiago do Chile. Então, a correspondência postada em Toulouse 4 dias e meio antes, enfim, chegava ao seu destino. Um dos momentos mais apoteóticos que Mermoz viveu, ele e os seus companheiros, ocorreu quando chegaram ao Rio de Janeiro acompanhados de Monsieur Marcel Bouilloux-Lafont. Os encontros foram inúmeros. Ele foi recebido pelo presidente da República, ele teve homenagens da embaixada francesa no Brasil, que na época as embaixadas eram todas no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e é nessa ocasião que ele entrega às autoridades brasileiras a correspondência oficial que tinha sido enviada por autoridades francesas. Então depois ele volta para Natal e começa a preparar o seu retorno. Mermoz fez transportar o hidroavião para vários locais do rio Potengui e foram inúmeras tentativas frustradas, cerca de 44 aqui. Então ele decide procurar uma região favorável e encontra um espelho de água que é justamente a Lagoa de Bonfim. Lá ele começa novas tentativas. Mas, enfim, numa tarde do dia 8 de julho, começa um vento favorável e ele conseguiu decolar. Foi uma alegria para ele, porque, enfim, ele estava voltando da forma que ele pretendeu voltar desde o início, fazer o caminho inverso com o mesmo hidroavião. Contudo, no meio da noite começou um vazamento de óleo, mas ele conseguiu manter o voo. Ao amanhecer, ele se comunicou com o navio Fossé e conseguiu amerrissar. Passaram a correspondência para o navio e, no momento que todos já se encontravam, ele, Gimier e Dabry, salvos no navio, eles tiveram a tristeza
de ver o hidroavião se afundar. Então, ele teve que chegar a São Luís a bordo do navio Fossé. Natal passou a ser a capital do heroísmo porque muitos desses pilotos pioneiros, eu digo o pessoal todo das companhias, né? Primeiro a Latécoère, depois a Aéropostale e, enfim, a Air France, trouxeram uma grande transformação para a cidade porque era um afluxo muito grande de franceses aqui e com a instalação das hidrobases, dos campos de aviação, passaram a se constituir núcleos urbanos. No caso específico de Parnamirim, a cidade começou a se desenvolver e hoje Parnamirim é a terceira maior cidade do Rio Grande do Norte. Esse campo de Parnamirim passou a se tornar aeroporto e, no mesmo terreno, a Força Aérea Brasileira. Tem um hangar, tem uma edificação que é considerada a casa dos pilotos, mas muito provavelmente é onde funcionava a estação de rádio. Então esses são os poucos vestígios que restam ainda desse período em que os franceses estiveram com essa atuação pioneira.